Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme si. On continue notre série sur l'historique de l'hypnose. Aujourd'hui, je vais vous parler du 19e siècle. Alors, je fais un rapide rappel du résumé que j'ai fait lors du premier épisode. Bien évidemment, c'était un résumé puisqu'on a couvert une histoire qui va de l'Antiquité jusqu'au 18e siècle. Et on ne peut pas couvrir une telle histoire sans forcément faire des coupes franches. Donc évidemment, s'il y a des historiens qui me regardent, s'il y a des puristes de l'histoire de l'hypnose, sachez que je continuerai à prendre quelques libertés, à faire quelques raccourcis pour pouvoir continuer à fournir ce contenu qui soit accessible à des gens qui débutent, qui ne connaissent pas l'histoire de l'hypnose et qui voudraient en avoir un aperçu. S'il y a des gens parmi vous qui voudraient creuser tel ou tel aspect, n'hésitez pas à poster des questions en commentaire ou à demander des références bibliographiques que je vous donnerai avec plaisir. Donc ce qu'on avait vu dans la première partie de l'historique, c'est qu'on avait regardé l'histoire sous l'angle de la question de la transhypnotique et des états de conscience, sous la question de l'imagination, des pouvoirs de l'imagination et de l'esprit sur le corps et sur la guérison, et puis de l'influence interhumaine. On avait vu que ces notions-là, bien qu'elles étaient accessibles et miscibles dans l'Antiquité, à partir du Moyen-Âge, ça devient un tout petit peu plus compliqué, notamment du côté de la transe, puisque le pouvoir de l'Église fait que la transe est vraiment vue comme une possession. Au XVIe, XVIIe siècle, c'est le triomphe de la raison. Alors à la fois ça a des aspects positifs, le triomphe de la raison, sur la philosophie, sur les sciences aussi, hein, les scientifiques comme Newton, etc. Il y a tout un tas de progrès qui n'auraient pas pu être faits s'il n'y avait pas ce triomphe de la raison, mais en même temps ça fait que toutes les questions d'imagination ont plutôt une image négative qui va perdurer et qui va les suivre longtemps jusqu'aux Lumières. On avait parlé de Mesmer avec un seul S, Mesmer le magnétiseur, qui essaye d'amener finalement les phénomènes de transe et de possession du côté de quelque chose de scientifique, du côté d'une théorie du magnétisme animal avec laquelle il fait des guérisons. On a vu aussi que la commission Lavoisier a complètement mis à mal toutes les conclusions de Mesmer et a fait interdire finalement le mesmérisme et le magnétisme. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, entre parenthèses, que mesmérisme est un mot qui est resté notamment dans d'autres langues. To mesmerize en anglais, c'est une autre façon de dire hypnotiser. Ça pourrait d'ailleurs presque se traduire par l'aspect fascination, justement. On arrive donc au début du 19e siècle, et le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de l'avènement de la science expérimentale, de l'empirisme, de ce moment dans lequel on a besoin de plus de pragmatisme. Et c'est pas un hasard. Et finalement, ça a commencé un petit peu du côté de Mesmer, c'est-à-dire qu'il fait sortir cette pratique-là d'une pratique occulte, d'une pratique spirituelle, d'une pratique démonologique, et il essaye de faire une théorie qui se veut scientifique, du moins rationnelle. Alors, finalement, elle n'avait rien de scientifique, mais c'était quand même une tentative de rationaliser les choses. Et par dogme, par idéologie, son idée de magnétisme animal étant fausse, on balaye également la pratique qui va avec. Mais si Mesmer est parti, et puis plus tard si Mesmer est mort, il a laissé des élèves. Et ces élèves sont beaucoup plus empiriques, beaucoup plus réalistes. Et finalement, ils se disent « Ok, c'est une médecine d'imagination, mais après tout, si la médecine d'imagination fonctionne, pourquoi ne pas l'utiliser ?» Ce sera la conclusion du fameux Deslon dont on parlait l'autre fois. Si on devait donner les trois grands aspects qui ont amené du magnétisme à l'hypnose et qui ont fait un essor de l'hypnose au XIXe siècle et au tout début du XXe, on aurait d'une part les différents élèves de Mesmer, les gens qui ont étudié tout ça, et qui se passent du mesmérisme et du magnétisme pour en faire autre chose. Dans cette première phase, on peut citer des grands noms comme Puységur, comme l'abbé de Faria, il y en a beaucoup d'autres, Bertrand, Deleuze, enfin il y a beaucoup de gens qui ont étudié le magnétisme ou ceux qui restaient du magnétisme. Parmi eux, il y a ce qu'on appelait les fluidistes, qui croient toujours qu'il y a un fluide, et puis il y a ce qu'on appelle les imaginationnistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que c'est bien l'imagination qui produit les effets qu'on attribue au magnétisme. Et ils obtiennent des choses intéressantes avec cet état, qui est un espèce de sommeil, mais qui n'est pas vraiment un sommeil, ce sommeil magnétique qui n'est pas totalement un sommeil, où la personne a parfois l'air de dormir, mais en même temps reste lucide, où à la fois elle obéit à l'opérateur, et à la fois elle peut refuser un certain nombre de choses, où elle peut oublier une partie, où elle peut se rappeler d'autres choses, où elle peut se rappeler de choses dont elle ne se rappelle pas habituellement. Cet état est très très
paradoxal. Il est plein de paradoxes, il est difficile à qualifier. Puységur va parler de sommeil lucide, De Faria va parler de somnambulisme provoqué. Vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est une oxymore, hein, c'est vraiment des mots qui ont l'air incompatibles. Un sommeil lucide, un sommeil provoqué, alors que par définition, le sommeil, on ne le provoque pas exprès, on se laisse glisser dans le sommeil, et ça les interroge beaucoup. Ils font aussi évoluer les notions concernant la pratique, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte au bout d'un moment que les passes magnétiques ne sont plus nécessaires. Ils se rendent compte que le lien entre les deux personnes, ce qu'on appellera plus tard le rapport hypnotique, est extrêmement important, qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance, une sorte de synchronisation entre les deux. Il faut vraiment que l'opérateur, le magnétiseur, soit vraiment en connexion avec la personne et que l'autre lui fasse pleinement confiance pour entrer en quelque sorte dans ce type de relation particulière. Donc Puységur avait déjà vraiment noté cette question de la relation. Et tout ça va mener petit à petit à ce qu'on appellera l'hypnose. Alors le préfixe hypne, H-Y-P-N, et même le mot hypnotique, pas le mot hypnose, hein, mais en tout cas les mots qui commencent comme ça, on le doit au baron Hénin de Cuvidier, qui était un imaginationniste. Et puis finalement, la deuxième phase, la deuxième partie de cette affaire, c'est vraiment la médecine du 19e, la médecine qui devient de plus en plus scientifique, qui se protocolise de plus en plus, qui est de plus en plus pragmatique, qui sort un petit peu des dogmes des anciens. Cette médecine va se saisir de l'hypnose, alors par différentes facettes. On peut dire qu'on attribue souvent la création du mot hypnotisme, en tout cas à l'époque, à James Braid. James Braid, c'est un chirurgien. James Braid, c'est un chirurgien qui vit en Écosse et qui, dit-on, un jour va assister à un spectacle de magnétisme. Aujourd'hui, on dirait qu'il a assisté à un spectacle, à de l'hypnose de foire. Et il est vraiment impressionné de ce qu'il voit, et il pense qu'il peut en faire une application vraiment médicale. Alors il apprend à faire les choses, et il se met à opérer, à faire de la chirurgie par l'hypnose. Et donc les premières anesthésies datent de cette époque. On n'avait pas encore inventé l'anesthésie. On opérait les gens à vif, avec de la douleur, et même la douleur était un repère. Finalement, quand le patient avait mal, c'est sûrement qu'on était au bon endroit pour opérer, dans pas mal d'indications. Et finalement, Braid va être critiqué par ses pairs, non pas tant parce qu'il fait de l'hypnose, mais aussi parce qu'il le fait sans douleur, finalement. Ça, c'est une petite ironie de l'histoire. Et puis ce qui est intéressant avec Braid, c'est que c'est vraiment le médecin expérimentateur du 19e siècle, c'est-à-dire que il va pratiquer l'hypnose, mais il va la pratiquer avec un protocole. C'est à lui qu'on doit le fait de faire fixer un point lumineux en suggérant que les paupières sont lourdes et petit à petit en suggérant le sommeil. Il va essayer de faire un protocole simple et reproductible pour voir si ça marche. C'est vraiment une démarche qui est vraiment dans la médecine moderne qui naît à cette époque. Il va aussi se demander quel est le mécanisme qui provoque ça. D'ailleurs, il va faire l'hypothèse à un moment donné que c'est une fatigue oculaire qui provoque l'endormissement hypnotique, et donc pour tester cette hypothèse, par exemple, il va pratiquer sur des aveugles, mais il va se rendre compte que sur les aveugles, ça marche aussi, donc finalement, c'est pas la fatigue oculaire, etc., etc. Il a une démarche vraiment intéressante là-dessus. Il va pas être le seul, la technique va se populariser, la technique va traverser la Manche, il y a la célèbre opération de Jules Cloquet, 1829, un chirurgien français, qui va faire une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation d'un sein sous hypnose, ce qui va beaucoup impressionner l'Académie de médecine. On parle aussi souvent de James Esdale qui était un médecin, un chirurgien anglais qui vivait aux Indes, et qui aux Indes a fait de très nombreux comptes rendus d'un très grand nombre d'interventions chirurgicales sous sommeil hypnotique, sommeil magnétique, et où on mettait donc les gens à cette époque-là dans des états d'hypnose très profonds, somnambuliques, dans lesquels on arrivait à les opérer sans douleur. Sauf que, encore une occasion manquée, puisque comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'occasions manquées, eh bien, les chirurgiens vont petit à petit se désintéresser en fait de l'hypnose, parce qu'on va inventer les anesthésies chimiques, c'est-à-dire le chloroforme, plus tard le protoxyde d'azote, hein, le gaz hilarant. Et ces méthodes-là chimiques permettent finalement d'endormir, entre guillemets, la personne, d'endormir un certain nombre de ses sensations, et notamment la douleur, pendant un temps limité en appliquant de la chimie. Et finalement, pourquoi se casser la tête à parler au patient, à faire une longue procédure d'induction qui va le mettre dans un état profond, etc., alors qu'il suffit de lui laisser un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage pendant le temps de l'opération. Et ce qui est très intéressant, un petit peu paradoxal, c'est que finalement, les chirurgiens ont un peu abandonné l'hypnose à cette époque-là, parce qu'ils ont eu recours à de la chimie,
et faisant naître une nouvelle spécialité petit à petit, qui a été l'anesthésie. Et ce qui est intéressant, mais on y reviendra plus tard, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les anesthésistes ont de plus en plus recours à l'hypnose, justement pour recourir un peu moins à des procédés chimiques. Donc ça, c'est un petit retour, une petite circularité de l'histoire qui est quand même assez intéressante. Mais revenons à notre 19e siècle, si les chirurgiens de leur côté laissent un petit peu de côté l'hypnose, entre-temps, elle a intéressé d'autres gens, et elle a intéressé notamment les gens qui s'intéressent à un grand nombre de maladies, à un grand nombre de pathologies, et notamment neurologiques. Et on le voit dans cette histoire du 19e siècle, et j'y reviendrai sûrement, mais l'hypnose est une discipline qui s'est toujours nourrie du doute et qui a toujours essayé de faire sortir les pratiques qui paraissent étranges, de les faire sortir du domaine de l'occulte, du domaine de la mystique et du domaine du spectacle. C'est comme ça que l'hypnose s'est développée, c'est-à-dire que c'est parce que Franz Anton Mesmer voit des pratiques qui sont en lien avec l'exorcisme et qui les amène d'un côté d'une théorie qui se veut plus scientifique et d'une pratique qui vise la guérison des pathologies, c'est comme ça que tout cela progresse. Puis Ségur, De Faria, etc., Deleuze, Bertrand n'avaient d'autre but que de soigner les personnes, en plus d'étudier ces phénomènes. De même, James Braid aussi part de cette pratique de spectacle, mais la fait sortir de cette pratique de spectacle pour la faire évoluer et pour lui donner une dimension physiologique. Et donc c'est là la troisième phase, la troisième catégorie de gens qui se sont intéressés à tout cela au XIXe siècle, après les personnes qui ont amené le mesmérisme vers l'imaginationnisme, qui ont étudié et fait évoluer la question du sommeil magnétique, après les chirurgiens, les médecins qui ont un petit peu rationalisé cette pratique et qui l'ont fait entrer à l'hôpital, eh bien il y a une autre catégorie qui a été finalement les chercheurs, et dont on va parler maintenant. À cette occasion-là, on évoquera Charcot, qui s'oppose à l'école de Nancy, avec Bernheim, qui est déjà plus du côté de la clinique, et puis bien sûr Janet, et puis bien sûr Freud un petit peu plus tard. Tous ces gens-là ont été très tentés de regarder l'hypnose avant tout comme quelque chose qui permettait d'étudier certains aspects de la psychologie, certains aspects de la névrose, et on fait vraiment de cette pratique une sorte de psychologie expérimentale, une pratique, comme on va le voir, qui menait à un cul-de-sac, et s'opposant à des gens qui en gardaient une dimension de soins, mais la façon dont ils l'ont pratiqué à l'époque, en tout cas, menait également à un cul-de-sac, et nous verrons dans un prochain épisode, teasing, que finalement c'est quand même Erikson qui a permis de sortir un petit peu de ces impasses dans lesquelles les gens s'étaient mises. Voilà, c'était un balayage très sommaire de l'histoire de l'hypnose au XIXe siècle, c'est-à-dire du mesmérisme vers l'hypnotisme, et lors du prochain épisode, je vous parlerai de la fameuse controverse entre l'école de Paris et entre l'école de Nancy. Alors vous allez voir, c'est vraiment un peu comme si...